BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ça y est, dans la 550e, un chiffre rond, mais toujours bien évidemment, Arnaud rigole déjà. On la voyait venir depuis un certain temps. On la voyait venir, mais bien sûr toujours la 14e saison de l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. En tout cas, on essaye depuis plusieurs années de vous donner envie de faire comme nos invités. Ce week-end, bien sûr, notre invité du week-end. Nous aurons le plaisir d'accueillir David Hamel. Il est à la fois le co-directeur général du groupe Hamel et le CEO de Elmer. C'est aussi un start-upper, on va voir ça ensemble. Et juste après, on aura bien sûr la niaque avec Gabrielle de Valmont et Camille Desclés, les cofondatrices de Nap and Up. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. L'invité, je le disais Arnaud, il a une double casquette, vous allez me dire laquelle on va privilégier aujourd'hui, puisqu'on reçoit David Hamel, le CEO de Elmer, c'est la partie effectivement start-upper, et le co-directeur général du groupe Hamel. Racontez-le nous. Alors on va avoir du mal à dissocier ces deux casquettes. Donc j'ai l'impression, c'est pour ça que je pose la question. Je vous invite à jongler avec les deux tout au long des quelques minutes qui viennent. Notre invité, donc vous l'avez rappelé, Philippe, il est officiellement ici en tant que dirigeant d'une start-up qui veut disrupter l'univers de la salle de bain avec, pour faire très court, un concept de douche à l'italienne en kit, plus des services associés. Il y a aussi de la distribution dans les services, dans la relation client. Mais ce qui rend son parcours singulier, que ce n'est pas la seule dimension de sa vie d'entrepreneur. Il est en fait start-upper tout en restant co-dirigeant de l'entreprise familiale qui est déjà dans l'univers de la salle de bain. Et depuis plusieurs décennies, le groupe Hamel, c'est de l'équipement pour cette pièce stratégique de la maison au sein d'une entreprise qui pèse 32 millions d'euros. Je parle sous votre contrôle, le chiffre d'affaires. Le groupe fait 150 millions de chiffre. Alors c'est Aquaplus, c'est voilà, ça et la société Aquaplus. Alors effectivement, et donc au-delà de ce groupe et de l'histoire du family business de départ, il y a eu notamment des opérations de croissance externe, dont Aquaplus, qui a quelque chose à voir avec cette nouvelle diversification qui nous a amené à cette fameuse start-up. Mais donc au moment de lancer cette offre disruptive, ce qui est intéressant, c'est que notre invité a fait le choix de créer une structure ad hoc et de véritablement aller au bout de cette culture start-up pour aller également au terme de cette aventure et être en cohérence avec, encore une fois, une ambition de faire quelque chose de différent sur le marché. La nature de l'offre et sa distribution, l'installation, la relation client. Il a donc choisi de procéder à une spin-off et de créer cette start-up pour porter un projet stratégique. Pourquoi et comment, c'est ce qu'il va pouvoir nous expliquer maintenant. Merci Arnaud, bonjour David Hamel. Bonjour. Alors je ne sais pas par quoi on commence du coup, parce que moi ce que j'aimerais voir c'est un petit peu comment est venue cette idée de faire ce spin-off justement, et un peu finalement comme beaucoup de grands groupes qui veulent, pour créer un concept un peu disruptif, le faire à l'extérieur pour ne pas être pollué par d'anciens modes de pensée. Mais vous d'abord, avec le groupe Hamel, vous y êtes depuis quand et vous y faites quoi depuis quand dans ce groupe ? Ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le groupe Hamel, ouais. Et je suis directeur général. Je suis passé par différents échelons au sein du groupe. Entreprise familiale donc. Combienième génération ? 100% familiale, 3e génération, qu'on co-dirige aujourd'hui avec mon frère et sous le bon regard de mon père qui est toujours assez présent. Création 1948. Création 1948. Dans le assez présent, je sens une présence une présence forte parce que c'est celui qui a contribuer au fort développement du groupe, oui. Et que son regard bienveillant nous aide à aussi faire les bons choix aujourd'hui et à nous poser des questions sur l'avenir et notamment... Alors on va parler de ces disruptions, mais quel est le pourcentage de votre temps occupé aujourd'hui par le groupe Hamel et celui qui est occupé par à la fois... Alors je ne sais pas s'il faut dire Aquaplus, si vous vous occupez également d'Aquaplus ? Exactement, voilà, oui. Ça c'est à peu près 50-50. En fait, le groupe est divisé en plusieurs pôles. Racontez-nous rapidement pour les gens qui ne connaissent pas la marque Hamel, qu'est-ce que vous faites ? On va revenir bien sûr sur Elmer. Le groupe Hamel, c'est... plusieurs sociétés, plusieurs pôles qui opèrent dans le domaine de l'eau de la maison. Donc, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la plomberie. On est industriel pour tout ce qui est produit de traitement de l'eau, industriel pour les produits autour de la robinetterie également, et plus récemment avec le rachat d'Aquaplus dans le secteur de la salle de bain. Qu'était Aquaplus et qu'est-ce qu'il va devenir avec vous alors ? Aquaplus, c'est une société qui s'adresse aux distributeurs dans le monde et l'univers de la salle de bain, avec des grandes surfaces de bricolage, des grossistes en sanitaire. Ça, c'est vos clients, ça ? Ça, ce sont nos clients. Et on fait des produits donc, qui sont dans le domaine de la douche, dans l'univers de la salle de bain et du meuble de salle de bain. Simplement, on a racheté quand cette entreprise Aquaplus ? Elle a été rachetée en 2015. D'accord. Et depuis, on essaye de développer cette société. C'est peut-être intéressant de revenir
revenir justement sur les étapes précédentes du développement de cette entreprise, de ce groupe familial, puisqu'il y a eu développement d'un certain nombre de marques, il y a eu également de la croissance externe, voir la manière dont vous avez pu, et dont les générations précédentes, notamment votre père, ont pu jouer de ces différents leviers. C'est toujours intéressant de partager de telles expériences. À notre niveau, qui est un groupe familial, on essaye d'avoir une approche qui consiste à ouvrir un petit peu tous les chakras et à regarder les différentes opportunités qui se posent à nous. Culturellement, on a su faire 2 choses et on essaye maintenant aujourd'hui d'en faire une 3e. Les 2 premières choses, ce sont le rachat d'entreprise. Quand on a une cible qui nous paraît en cohérence avec le marché et ce qu'on n'a pas forcément dans notre offre, on essaye d'avoir ce fameux couple produit-marché que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et il y en a eu avant Aquaplus? Vous étiez déjà de la croissance externe avant Aquaplus? La société Mercure et Aquafiltre, qui sont 2 sociétés dans le traitement de l'eau qu'on a. Ça, c'est une première direction stratégique. La deuxième direction, c'est la notion de croissance endogène avec la création de sociétés au sein du groupe. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec la société Somaterm, qui a été la première création au sein du groupe pour adresser là aussi d'autres marchés ou développer d'autres produits. Le jeune David Hamel, il s'est toujours projeté dans l'entreprise familiale. Alors, je crois que vous avez fait un bref passage au début de votre parcours professionnel dans l'univers du conseil. Mais en fin de compte, l'objectif, c'était toujours de rejoindre la maison familiale? Je suis allé très vite, effectivement, dans le groupe familial. Parce que je me suis rapidement dit que si je ne passais pas par là, je pourrais peut-être le regretter, ou en tout cas, ça me paraissait assez naturel de tenter cette expérience. Et j'aurais pu le faire peut-être plus tard, mais les choses ont fait que j'y suis allé rapidement. Quels étaient les freins éventuels dans votre esprit quand vous vous posiez éventuellement la question de savoir si vous y alliez ou pas? Qu'est-ce qu'on se pose quand on est effectivement potentiellement un héritier de 3e génération, héritier, je sais, en termes terme, en termes c'est cette question qu'on se pose, la question de la légitimité. À venir dans un groupe familial détenu à 100% par la famille, donc avec des contre-pouvoirs qui sont finalement assez faibles. Après 50 ans, il y en a quelques-uns quand même. Ils sont pas forcément assez faibles, mais qui peuvent être redoutables. C'est ça qui est intéressant. Ils ont d'autres formes et c'est intéressant. Et l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre ou le juste milieu. Votre frère y était déjà à ce moment-là? Non, mon frère m'a rejoint juste après. Il a dû se poser les mêmes questions que vous l'avez rassuré du coup? Exactement. Bien, c'est bon, on peut s'en occuper ensemble. Voilà, exactement. Et puis très vite, on a essayé de justement profiter du fait qu'on était plusieurs de la famille Hamel pour essayer de se répartir un peu les activités. Et ça autorise aussi, le fait qu'on soit plusieurs dans une famille comme ça, avec plusieurs pôles, à la prise de risque, à essayer de se dire qu'on peut tenter des choses qui n'existaient pas avant sur certains marchés. Alors bien sûr, ce sont des risques calculés et surtout qui partent de constats qu'on a fait et d'analyses de marché qu'on a pu percevoir. Et donc, vous qui présidez aux destinées d'Aquaplus, dans cet ensemble, ça on l'a bien compris, à un moment, vous envisagez cette nouvelle évolution avec, encore une fois, une offre qui est une offre de rupture. Ça a l'air simple comme ça, mais une douche à l'italienne en kit, apparemment, c'était quelque chose de véritablement novateur sur ce marché. Je les utilise surtout quand elles ont déjà été montées, donc je ne suis pas forcément dans la cible. Mais comment est-ce que vous avez repéré cette idée? Comment est-ce que vous êtes allé au bout de cette histoire, à la fois en termes de marketing et puis en termes de production et de distribution? C'est-à-dire, Arnaud, vous allez vieillir, vous allez arrêter de prendre des bains, un jour vous aurez une douche à l'italienne. Non, mais j'aime les douches à l'italienne, comme tous les seniors. Mais je suis bien incapable de les monter. Voilà, oui, moi aussi. Alors racontez-nous. Tous ceux qui ont eu justement à se poser la question de savoir comment ils allaient rénover leur salle de bain se sont posé cette question ou étaient confrontés à ce marché-là. Sachant que la douche italienne, ça cartonne. Enfin, la douche italienne, c'est un marché en pleine croissance, croissance à 2 chiffres, avec différents éléments, différents sous-ensembles. Vous pouvez acheter des parois de douche chez un fabricant. Vous pouvez acheter des receveurs, vous savez, le plateau de sol chez un autre fabricant ou chez un distributeur. Vous pouvez acheter la robinetterie encore ailleurs. Les murs, les carrelages. Vous avez différentes marques pour construire votre offre globale. Donc c'est compliqué, c'est un process long. En plus de ça, une fois que vous avez les matériaux, il faut pouvoir les installer. C'est pour ça que certains préfèrent que tout soit assemblé. Exactement, avec des travaux en plus qui sont parfois lourds dans la salle de bain. Et puis à côté de ça, vous avez un autre marché qui est le marché de la cabine de douche, où là vous achetez dans des grands distributeurs une cabine quasiment toute faite qu'il suffit juste d'assembler avec un peu de savoir-faire bricolage, d'être en mesure de bricoler un petit peu. Et vous êtes dans un produit très cheap, assez basique et qui forcément ne tient pas forcément dans le temps. D'accord. Et donc on s'est dit qu'il y avait un positionnement à trouver entre les deux, un juste milieu, parce que en plus en termes de prix, l'écart type est énorme. Avec une idée de faire du do-it-yourself ou pas? Est-ce que les gens forcément le posent eux-mêmes? C'est pas via a priori un plombier ou un maçon quelconque? Ils peuvent dire un plombier pour les. Mais a priori, l'idée c'était que je puisse moi-même, en étant un peu neuneux, je vous le confirme, faire moi-même. C'était ça l'idée? On voulait s'adresser aux bricoleurs moyens. Donc c'est moi. Le principe c'était de partir du fait que le bricoleur moyen devait pouvoir poser une douche à l'italienne sans avoir à faire des travaux
notamment de terrassement, ou être en mesure de faire des travaux. Alors c'est né quand cette idée et quel est le produit miracle qui a abouti à cette réflexion? Elle est née il y a 2 ans et on a constitué un groupe projet, mais bon, alors c'est basique de dire un groupe projet, mais on a essayé vraiment de prendre une partie des équipes dans la réflexion de la disruption. Alors si ce mot est assez galvaudé, on a posé des principes qui consistaient à dire on va utiliser des nouveaux outils pour communiquer entre nous, on va essayer de benchmarker de façon constante et très collaborative. On a donc développé une forme d'intelligence collaborative ou collective qui nous a permis d'avoir des idées. Et ce qui est assez marrant et ce qui nous a vraiment plu à un moment donné, c'est que plusieurs de ces personnes du groupe projet sont arrivées à la même conclusion. Qui était quelle? Qui était ce produit-là, une douche à l'italienne qui s'installe comme une cabine de douche et qui va avoir des options à l'intérieur qui vont permettre de retrouver dans l'esprit de la douche un spa à la maison et d'être dans quelque chose qui est complètement changeant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Avec autant de possibilités qu'il y a de goût dans la nature en termes de revêtement, de couleurs, de tout ce qu'on peut imaginer pour. Elle est customisable. Parce qu'en plus, la salle de bain comme la cuisine, c'est 2 pièces stratégiques aujourd'hui dans les maisons et dans les appartements. Les gens investissent de plus en plus sur ces 2 pièces. Exactement, et le segment de la salle de bain progresse fortement. Aujourd'hui, au mètre carré, la salle de bain coûte plus cher que le marché de la cuisine. Donc ça, c'était les conclusions. C'était les conclusions. Comment est-ce qu'on relève le défi en termes de conception même de l'offre? Est-ce qu'on trouve, est-ce qu'il y a déjà des produits existants? Est-ce qu'on fait de l'assemblage à partir d'un certain nombre d'éléments existants? Est-ce qu'on doit créer l'offre de A à Z et donc s'improviser soit industriel, soit donneur d'ordre pour les industriels? Exactement, c'est ça notre métier aussi dans le groupe Hamel, c'est entre l'industriel et le donneur d'ordre pour des sous-traitants. Donc on avait ce savoir-faire-là et c'était dommage de ne pas l'exploiter dans un marché aussi éclaté que celui que je vous décrivais tout à l'heure. Donc la motivation est vraiment née de ce constat. Et clairement, on a développé toutes les pièces, on a développé tous les produits qui composent aujourd'hui la douche Elmer. On n'a pas évoqué le prix, pardonnez-moi Arnaud, mais est-ce que c'était un argument dans la réflexion de se dire est-ce qu'il faut que ce soit accessible? Parce que moi j'ai fait un jour un devis d'une rénovation de douche, ça m'a horrifié par un plombier, enfin par un spécialiste, quelqu'un dont c'est le métier. Est-ce que vous avez eu un objectif de le faire à un tarif accessible? L'objectif c'était de le faire en dessous de 2 000 €, c'est-à-dire ce qu'on ne trouve pas sur le marché pour une douche installée avec ces options-là. Ça coûte combien sur le marché? 3, 4, ça vite coûter 3, 4, 5 000. On est vite à 3 000 €. Avec les travaux, avec... d'accord. Et c'est aussi pour pouvoir casser ainsi les prix que vous aviez besoin d'adapter votre structure de prix, que vous êtes allé au bout de cette démarche consistant à créer une spin-off sur un mode start-up et pas simplement une filiale ou une nouvelle branche dans l'une des sociétés préexistantes au sein du groupe? Exactement. On avait en tête d'aller jusqu'au bout d'un modèle disruptif avec la logique aussi de désintermédiation et de proposer un produit directement aux particuliers. C'est pour ça aussi que... Ça, c'est pour l'aspect distribution? Pour l'aspect distribution. Donc, en passant par des showrooms partenaires qu'on a sélectionnés et triés sur le volet, qui nous permettent de présenter l'offre dans des corners spécialisés et qui relayent notre offre sur Internet. Donc, la marque, c'est Elmer? La marque, c'est Elmer. Ça veut dire quelque chose? E-L-M-E-R. Bah oui, pour vous savez, d'entre vous qui recherchent sur Internet en même temps. Est-ce que vous vous rappelez du petit éléphant Elmer que certains enfants ont lu quand ils étaient petits? Cet éléphant multicolore. Exactement, c'est un éléphant multicolore et quand il... C'est très doué pour les douches, quand il est face à ses copains, non mais quand il est face à ses copains, il a un peu honte d'être multicolore. Alors il se peint en gris. Et puis systématiquement dans chacun des épisodes, l'eau tombe ou la pluie finit par tomber à un moment donné, et il redevient lui-même grâce à la douche ou grâce à l'eau. Donc on s'est dit que finalement dans un moment ou dans une époque où on était dans une recherche de retour à soi, dans une recherche de bien-être, la douche, ça permettait de retrouver peut-être sa vraie identité. Alors, ça a démarré quand et est-ce que ça marche bien? Alors, c'est en cours de lancement. On est en pleine phase de lancement, donc je vous dirai ça dans quelques mois. On est je peux en acheter déjà maintenant ou pas? Voilà, ça y est, c'est disponible au moment où on se parle. Et donc, on est dans un entrepreneuriat de lancement qui est assez excitant. Vous avez fait un site web spécifique? C'est une marque, vraiment une entreprise? C'est vraiment une marque, vraiment une structure. Même si on partage certaines ressources avec le reste du groupe, on est dans une logique start-up au sein d'un groupe. Ça prend combien de temps si je décide? Je configure moi-même avec tous les ingrédients, tous les outils informatiques? Vous pouvez avoir des options qui sont les huiles essentielles intégrées dedans. Il y a un système son qui rend les parois elles-mêmes haut-parleurs, donc vous avez une expérience sonore géniale. En Wi-Fi, bien sûr. En Wi-Fi, vous avez en Bluetooth et en Wi-Fi, les deux. D'accord. Et vous avez aussi un boîtier connecté qui permet de contrôler son eau à distance, de vérifier sa gestion de l'eau. C'est ce qui donc notamment. On est très tendance là. On est en pleine domotique. On est en pleine domotique. Voilà. Alors ça, c'était une compétence que vous aviez ou bien il a fallu la développer pour ce projet? On a essayé d'intégrer des compétences et c'était aussi le challenge. C'était comment on modernise le groupe en allant chercher des nouvelles compétences, des nouvelles ressources clés.
sur lesquels tout le monde parle un petit peu, et donc il fallait forcément être aussi à la page. Arnaud évoquait le benchmark un petit peu du marché. Il y avait ce type de... En France, ok, il n'y avait pas. Est-ce que vous avez regardé un peu le marché italien? Ils adorent ça, les Italiens. Mais le design est très souvent italien. Il y a eu un phénomène il y a 2 ans ou 3 ans, qui est le phénomène Nebbia. Il y a une structure qui s'est lancée à San Francisco, donc vraiment la start-up de la Silicon Valley, qui s'est lancée avec des choses connectées, j'imagine, là, pour le coup. Alors pas connectées, mais qui diffusaient de l'eau de façon assez étonnante par microgouttelettes, qui permet d'économiser l'eau avec un design assez intéressant, et qui a rencontré un véritable phénomène d'adhésion sur Kickstarter. Donc on a senti qu'il y avait un frémissement autour de ces sujets-là. D'accord. Mais on n'a pas de concurrents et on n'a pas vu de produits concurrents. Vous avez pour autant intégré des préoccupations écologiques de même nature que Nebbia, justement? Complètement. Alors ça sera la prochaine encore étape, plus la développé dans la V2. Voilà, on travaille là-dessus. Mais il y a déjà, à l'heure actuelle, dans le procédé de diffusion par micro-gouttelettes, une économie d'eau substantielle qu'on peut vérifier grâce à son boîtier connecté. D'accord. Une expérience de start-up, c'est forcément l'expérience d'un certain nombre de surprises, pas toutes positives, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est avéré le plus délicat par rapport à ce que vous aviez envisagé, malgré votre longue expérience, encore une fois, de cet univers? Est-ce que c'est le fait de faire travailler les gens différemment? Est-ce que c'est le fait de devoir bâtir une plateforme? Il y a un enjeu important autour de la définition de l'offre et ensuite de la distribution en ligne. Donc on imagine que l'outil technique doit être à l'état de l'art. Est-ce que ça a été justement le fait d'aller dans tous les détails et de permettre cette customisation ensuite de la réalisation sans que tout cela ne devienne une usine à gaz? Qu'est-ce qui vous a procuré le plus de sueur froide? Ou de plaisir, Oui, alors il y a eu beaucoup de plaisir, ça c'est sûr. Des sueurs froides positives. Éventuellement. Là, les premières sueurs froides, ou en tout cas les premières difficultés, ça a été, comme dans tout projet un petit peu nouveau, c'est la peur du changement. Donc il y a au sein de l'entreprise, forcément, on a des questions, des inquiétudes. Et puis au fur et à mesure, c'est ça qui était aussi intéressant, au fur et à mesure où le projet faisait corps, on voyait les dessins arriver, on commençait à recevoir les maquettes, le prototypage, etc. Les gens adhéraient. Donc on a eu un phénomène un peu de sueur froide au début. Rejet naturel. Mais en même temps, vraiment d'adhésion au fur et à mesure du projet et de sa matérialité. L'autre sentiment mitigé qu'on a eu, là aussi, c'était un chemin, ou en tout cas un parcours progressif, c'était la dimension du process de vente et d'être en mesure de se dire, on ne va pas adresser le marché, qui sont par ailleurs nos clients classiques, des grossistes, comme si on était une marque de plus qui arrivait sur le marché et puis qui s'adressait à qui voulait du produit, puisqu'on a sélectionné un certain nombre de revendeurs pour en faire des revendeurs attitrés, choyés, etc. Je fais une mini parenthèse, vous êtes en concurrence avec eux parce qu'il y a de la vente directe éventuelle, en ligne par exemple, ou pas du tout? Tout se passe par le circuit classique de la distribution Non, on fait de la vente en ligne aussi. En direct, mais et ça ne pose pas de problème, alors, ça? Le discours qu'on leur explique, c'est que comme ce sont des revendeurs qui sont sur une zone de chalandise de 30 km par exemple, ou de 300 000 habitants, oui, ils ont la possibilité d'être en concurrence avec aucun autre showroom, ce qui est leur principal problème, puisque quand vous avez votre salle de bain à refaire, le samedi, vous habitez dans la région de Tourcoing par exemple, le samedi après-midi, vous allez faire le tour de tous les grossistes et tous les showrooms. Bien sûr. Là, ils ne peuvent pas avoir cette concurrence-là. D'accord, ils ont la concurrence effectivement du site internet, mais dès que ils rentrent un code relatif au client, ils ont la commission qui leur... Je vous ai interrompu, pardonnez-moi, en cours de route par rapport à la façon dont ça avait effectivement les aventures de start-upers, justement. Peut-être une question complémentaire là-dessus. Est-ce que ça a changé, du coup, est-ce que ça va changer une façon de faire les choses dans le groupe Amel? Si on revient sur le groupe aujourd'hui, est-ce que vous avez appris là des choses qui sont duplicables en termes d'agilité, peut-être, en termes de fonctionnement, de distribution, de out-of-the-box thinking, comme on dit? J'espère et je pense. La meilleure réponse que je peux vous faire, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Donc, peut-être que c'est déjà en train de... Il y a déjà l'esprit start-upper. Qu'on est déjà en train de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant sur comment agir de façon plus agile, plus souple, etc. David Amel, il nous reste 1 minute et 20 secondes exactement avant de dire ciao, mais on se voit là avec la niaque de la semaine. Quel objectif et à quelle échéance pour ce nouveau concept Elmer de douche connectée à ma façon, comme je veux, quand je veux, à l'italienne? Alors on a des objectifs forcément ambitieux. Mais on reste modeste au début. Ne prendre qu'1% du marché de l'univers de la douche dans un premier temps serait super. Donc le marché fait 1,5 milliard, ça vous donne une idée. Oui. C'est déjà une jolie ambition. Une belle ambition. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas?
Dans vos pires cauchemars la nuit quand vous dites... Tout ce qu'on s'est dit, le fait qu'on soit peut-être trop dans des choses qui changent par rapport aux habitudes, voilà, c'est le frein principal qu'on pourrait rencontrer. Mais c'est là où le fait de faire une spin-off est aussi une bonne manière de diversifier ses risques. Exactement. Voilà. Et comme état d'esprit, on voit bien qu'après, ça se propage dans toute l'entreprise. Merci infiniment, David Hamel. Je rappelle que vous êtes à la fois on ne dit pas cofondateur, vous êtes fondateur du coup de Elmer. Ouais. Ça, c'est votre projet à vous. Mais il se fait bien sûr au sein du groupe Hamel, dont vous assumez aussi la co-direction générale. Merci en tout cas infiniment. Tout de suite, la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. La 550e niaque, en fait, c'est un couple de cofondatrices qui nous invitent, vous allez voir, à nous endormir. Elles sont les fondatrices de Nap & App. On reçoit Arnaud Gabriel de Valmont et Camille Desclés. Oui, donc vous l'avez compris, double dose d'énergie entrepreneuriale cette semaine avec... et de sourire. Et de sourire, effectivement, avec notre duo qui est à l'origine d'une start-up qui veut tout gentiment secouer le monde du travail. En popularisant effectivement la micro-sieste en entreprise. Vous allez voir comment, quel est le discours effectivement qu'elle s'efforce de diffuser et de faire partager derrière. Il y a aussi des objets, et notamment un nouvel objet, un nouveau vecteur pour cette ambition, un cocon à sieste, dont cette séquence va peut-être être l'occasion de découvrir en avant-première quelques-uns des secrets. Alors Camille ou Gabriel, laquelle nous raconte comment vous êtes rencontrés et comment est venue cette idée de Nap & App? Alors c'est une idée qui est née sur les bancs de la fac parce qu'avec Gabriel on s'est rencontrés à l'université Paris-Dauphine. D'accord. Et c'est vrai que déjà à l'université on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parce qu'il n'y a aucun endroit pour se poser, pour faire une petite sieste, juste être au calme parce que c'est un environnement qui est très bruyant, très prenant, oui. Et avec des emplois du temps chargés par période. D'accord. Et donc on s'est rendu compte que déjà à la fac, il y avait déjà un vrai besoin. Alors comment est venu ensuite, Gabriel, ce projet, cette idée de faire Nap & App? On s'est rendu compte qu'au-delà de la fac, c'est dans les entreprises qu'il y a un manque d'espace dédié à la micro-sieste. Oui. On a entendu a priori, c'est pas fait pour ça l'entreprise. Certains commencent à l'intégrer. Bien sûr. On entend les témoignages de personnes qui vont s'endormir secrètement aux toilettes, dans leur voiture. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la fac et dans les entreprises. La micro-sieste, pour vous, c'est vraiment important. Enfin, en gros, vous êtes de celles qui pensent qu'il faut faire des micro-siestes, que ça redonne de l'énergie. C'est quoi le micro-sieste? C'est le combien de temps? Alors, une micro-sieste, c'est une sieste de très courte durée, de 5 à 20 minutes. Au-delà, il ne faut surtout pas faire, je crois, parce que là, ça désingue tout. Exactement, parce qu'après, on rentre dans une phase de sommeil plus profonde, et quand on se réveille au milieu d'une phase de sommeil profonde, on a ce qu'on appelle une inertie du sommeil, donc on est dans un état un peu vaseux. Bon. Donc ça, c'est un constat scientifique. Comment on en fait un business? Et comment on en fait un business? Avec des études scientifiques, on a 80% de Français qui ressentent une fatigue chronique et 72% de ces sondés qui trouvent qu'il y a un impact négatif sur le travail. Mais qu'est-ce que donc vous proposez aux entreprises qui sont vos clients? Du conseil, de l'aménagement, du coaching, des managers pour qu'ils acceptent les micro-siestes de leurs collaborateurs? Alors avec Nap & App, ce qu'on propose, c'est d'une part des cocons à sieste, comme vous en parliez tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir vraiment un endroit optimisé, cocooning, vous aménagez un comme endroit. À la maison. Vous livrez ce qu'il faut pour faire dans un espace, l'endroit où on peut faire cette sieste. C'est un cocon flexible qu'on installe et qu'on désinstalle en moins de 10 minutes dans les entreprises, ce qui nous permet de faire de la sensibilisation et une offre long terme d'accompagnement. Et donc, au-delà du cocon, ce qu'on propose... C'est toute une sensibilisation parce qu'on sait très bien que juste proposer un espace de sieste, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a encore un vrai blocage culturel en France et c'est pas du tout évident de faire comprendre. Oui, moi, je suis un vrai loser si je fais la sieste. Non, je suis un paresseux, je suis un flemmard, je suis un fainéant, comme diraient certains présidents. Justement, on vous accompagne. Ou mieux un excentrique, voilà. Au mieux, je trouve que je suis un gars normal, personnellement, mais beaucoup de gens doivent penser que ça ne se fait pas une sieste au bureau. Le but, c'est de faire comprendre à tous les salariés les bénéfices de cette micro-sieste pour éliminer tous les stéréotypes dans l'entreprise. Donc, c'est votre job aussi de faire comprendre aux salariés, parce que qui vous achète? C'est une DRH? Alors, pas forcément. Il n'y a pas d'appropriation de l'espace micro-sieste en entreprise. Ça peut être les services généraux, services innovation, RH. Vraiment, on a de tout dans les entreprises. Le but, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans cette démarche pour être sûr que ça fonctionne sur le long terme. Qui ont été les premiers clients à sauter le pas? Alors, nos premiers des grandes, clients, des petites entreprises, quelle nature d'entreprise? On a de tout. Honnêtement, on a de tout. Ça on a à démarre la fois... Comment? Ça a démarré quand? Il y a quelques mois, on a commencé à faire du chiffre il y a 4 ou 5 mois. Ouais. Donc c'est vraiment tout récent, mais il y a une vraie appétence pour le projet dans le sens où les entreprises sont très friandes de ce genre d'initiative et de plus en plus ouvertes Parce que c'est quand même gonflé de vendre la sieste. Je trouve ça moi formidable, mais je trouve ça génial. On est dans une démarche de bien-être au travail de manière plus globale. Des entreprises un peu avancées justement. Voilà, et en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives sur ce qui est le bien manger, le faire du sport, etc. Mais la problématique du sommeil est encore très peu exploitée
exploiter. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris le parti de militer pour la micro-sieste. Le temps passe à toute vitesse, c'est 45 secondes. Vous évoquiez un nouveau projet ou un nouveau produit qui est sorti. Non, c'est ce fameux cocon là. Alors, on vous prépare une surprise, un nouveau cocon à sieste vraiment Faites-moi rêver. L'idée, c'est d'avoir un petit espace individuel, vraiment cocooning, avec une carapace qu'on vient refermer pour faire sa micro-sieste. Mais on vous en dit pas plus. Le chiffre d'affaires, parce que vous dites, on a commencé à faire du chiffre, donc j'ai retenu que vous êtes aussi surtout des businesswomen. Il se fait surtout par le conseil ou par les produits que vous mettez à disposition des entreprises? Alors, il faut savoir qu'on a 2 offres. On a une offre événementielle qui permet un peu de tester et de prendre le pouls sur ce genre d'initiative. Et après, pour ensuite pouvoir embrayer sur du long terme et mettre en place une démarche pérenne dans les entreprises. Donc, on a de tout. On a de l'événementiel, on a du long terme. Et, merci beaucoup. Merci Gabrielle de Valmont et Camille Desclés. Je rappelle que vous êtes les cofondatrices de Nap & Up. Ça se trouve bien sûr en ligne. Quant à nous, on se quitte quelques instants. On se retrouve juste après pour Entreprise et Capital. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.